Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, avant de plonger dans ce dossier si particulier, je voulais vous souhaiter une très bonne semaine de Noël. Plaçons-nous là où tout commence, Jacksonville en Floride, décembre 2011. Une période où les maisons se parent de guirlandes, où les familles se rassemblent, où l'on s'attend à tout, sauf à ce qu'une disparition plonge un quartier entier dans l'effroi. Michelle O'Dowd, 67 ans. Elle mène une vie tranquille dans un petit lotissement résidentiel, un de ces quartiers retirés où chacun connaît l'histoire de chacun. Son frère, Phil, habite à quelques minutes à peine. Ils ont une relation très proche. Pour eux, les fêtes ont une importance simple mais essentielle. Partager un repas, échanger quelques cadeaux, maintenir ce fil familial qui les a toujours unis. Michelle n'a rien d'une femme fragile. Elle travaille encore à temps partiel dans la société de son frère. Elle est rigoureuse, ponctuelle, attentive. C'est justement cette régularité quasi mécanique qui va rendre sa disparition quelques heures plus tard d'autant plus alarmante. Ce premier acte n'est pas celui d'un crime, c'est celui d'un quotidien ordinaire, d'un cadre banal, le genre de décor qui rend chaque rupture encore plus brutale. Le 22 décembre en fin d'après-midi, Michelle termine sa journée. Son téléphone ne contient rien de particulier, pas de conflit, pas de message inquiétant. Pas de rupture de routine. Elle rentre chez elle dans son petit appartement situé au rez-de-chaussée, décoré pour les fêtes. Les voisins la voient encore entrer avec quelques sacs d'épicerie. La lumière du sapin clignote déjà derrière les rideaux. À ce moment précis, rien n'indique que quelque chose va basculer. Mais dans l'entourage proche de Michelle, un élément attire l'attention des enquêteurs plus tard. Patty White, une femme d'une cinquantaine d'années, ancienne collègue et amie de Michelle. Depuis quelques semaines, elle vit une situation financière compliquée. Elle a demandé de l'aide, un hébergement temporaire, un peu d'argent pour tenir quelques jours. Michelle, toujours généreuse, lui a rendu service dans le passé. Ce soir-là, personne ne sait exactement quand Patty arrive chez Michelle, mais ce point crucial sera confirmé par la suite. Elle a passé la soirée dans l'appartement. Mesdames et messieurs les jurés, retenez bien cela. Ce n'est pas encore un élément incriminant, c'est un fait, un simple fait. Mais dans un dossier criminel, les faits les plus simples deviennent des pierres angulaires. Le 23 décembre, dès le matin, quelque chose cloche. Michelle ne se présente pas au travail. Pas de message, pas d'excuses, pas d'appel. Pour n'importe qui d'autre, ça aurait pu être anodin. Mais pour Phil, ce n'est pas dans ses habitudes. À 67 ans, Michelle n'a jamais oublié de se présenter au travail. Elle prévient toujours, même pour un léger retard. Phil lui envoie un SMS. Pas de réponse. Il l'appelle, le téléphone sonne puis bascule sur la messagerie. Les heures passent et toujours rien. En début d'après-midi, l'inquiétude devient un poids. Phil décide alors d'aller directement chez elle. Il connaît parfaitement ses habitudes, ses routines, et il sait que s'il ressent une anomalie, il doit agir. Mesdames et messieurs les jurés, avant que Phil n'arrive devant la maison, je veux vous poser une première question. Si un proche disparaissait la veille de Noël, sans prévenir, sans laisser de traces, à quel moment considériez-vous que ce silence n'est plus normal ? Vous gardez cette question en tête, elle va vous suivre tout au long de l'affaire. Lorsque Phil gare sa voiture devant la maison de Michelle, il remarque immédiatement quelque chose d'étrange. La porte d'entrée n'est pas verrouillée. Pour une femme prudente, c'est un premier signal inquiétant. Il pousse doucement. L'intérieur semble intact. Le sapin est allumé, les décorations sont en place, les cadeaux soigneusement disposés au pied du tronc du sapin. Rien ne semble déranger. Rien. Et pourtant, tout est anormal. L'absence de Michelle crée un vide qui frappe immédiatement. Ce n'est pas une maison où quelqu'un vient de partir précipitamment. C'est une maison figée, silencieuse, presque trop parfaite. Phil appelle sa sœur à voix haute. Mais pas de réponse. Il fait le tour des pièces.
Rien n'a été renversé. Rien n'indique un cambriolage. Rien ne trahit une panique. Pourtant, un détail lui serre la gorge. Le portefeuille de Michel est là. Son téléphone aussi. Et ses clés. Mesdames et messieurs les jurés, vous le savez, lorsqu'une personne quitte volontairement son domicile, elle ne laisse pas derrière elle les 3 objets indispensables pour vivre. Quand quelqu'un disparaît en les laissant à la maison, cela signifie autre chose. À ce moment de sa visite, Phil sent l'angoisse monter. Il ouvre placard, tiroir, salle de bain, cuisine. Tout semble rangé, tout semble trop rangé. Dans la chambre, le lit est fait. Dans la cuisine, la vaisselle de la veille sèche encore. Dans le salon, un détail l'interpelle. Des objets semblent avoir été déplacés. Comme si quelqu'un avait tenté superficiellement d'organiser l'espace, de masquer un passage. Mais il ne trouve pas Michel. La tension augmente, vous pouvez l'imaginer. Chaque seconde sans réponse devient une menace, un signal, une intuition qui griffe la conscience. Phil ressort quelques minutes, appelle la police, puis revient à l'intérieur. C'est ici que se forme le premier véritable cadre de l'enquête. Un appartement sans effraction, une femme disparue sans motif, des effets personnels laissés sur place, un proche en difficulté financière ayant été présent récemment, et un décor de Noël qui, loin d'apporter de la douceur, devient un théâtre glacé. Mesdames et messieurs les jurés, avant que vous n'alliez plus loin, je voudrais vous poser une deuxième question, essentielle pour comprendre cette affaire. À ce stade, pensez-vous être face à une disparition volontaire ou à quelque chose de beaucoup plus grave ? Cette réflexion, les enquêteurs vont la mener pas à pas. Et ce que Phil va découvrir quelques heures plus tard transformera cette simple inquiétude en certitude. Mais pour l'instant, nous restons ici, dans cette maison silencieuse décorée pour Noël, où une absence pèse plus lourd que n'importe quelle preuve matérielle. L'affaire de Michel O'Dowd commence ainsi. Par un détail banal, par un sapin illuminé, par une porte entr'ouverte, et par une femme qui, en pleine période de fête, ne répond plus. Mesdames et messieurs les jurés, Phil ressort de la maison de Michel avec une sensation oppressante. L'absence totale de signes de vie, les objets intacts, le silence. Tout, absolument tout, lui donne la certitude que quelque chose ne va pas. Il attend encore quelques minutes dans son véhicule, espérant que sa sœur rentre soudainement d'une course improvisée. Mais rien ne bouge. La maison reste figée, éclairée par les petites lumières du sapin comme un décor suspendu. Il compose à nouveau son numéro. Encore la messagerie. Mesdames et messieurs les jurés, vous savez comme moi que lorsqu'un proche disparaît sans laisser de traces, le cerveau bascule en mode analyse. Chaque détail devient un indice, chaque silence une menace. Phil le vit intensément. L'intuition, ce fameux instinct familial commence à prendre le pas sur la logique. Il décide de retourner à l'intérieur. Il se dit qu'il a peut-être mal regardé, mal fouillé. Peut-être qu'un détail lui a échappé. Peut-être que Michel est tombée ou qu'elle a besoin d'aide. C'est cette hypothèse, la seule supportable à cet instant, qu'il tente de vérifier. Il ouvre à nouveau la porte. Son regard balaye la pièce lentement. Puis il remarque quelque chose qu'il n'avait pas analysé la première fois. Le sapin. Pas le sapin en tant qu'objet, mais son environnement. L'espace au sol autour semble étrangement arrangé, comme si des éléments avaient été déplacés puis remis en place trop proprement. Les cadeaux sont alignés avec une régularité qui ne correspond pas à l'habitude de Michel, plus spontanée dans sa manière de placer les choses. Les jurés, ce détail peut sembler insignifiant, mais dans une scène domestique, l'ordre excessif est parfois un masque. Une tentative de dissimulation, les enquêteurs le savent. Le chaos peut être naturel, le rangement l'est rarement lorsqu'il sert à effacer une action. Phil s'accroupit, passe la main sur le tapis, puis autour du sapin.
Un sentiment lui serre la poitrine, sans savoir pourquoi encore. Il continue son inspection. Dans la cuisine, rien de renversé, mais la poubelle semble être vidée récemment. Dans la chambre, un tiroir est entrouvert, comme si quelqu'un avait fouillé puis refermé à la hâte. Dans le salon, le portefeuille de Michel est resté posé à un endroit inhabituel. Et surtout, il n'y a aucune trace qu'elle soit sortie volontairement. Les voisins interrogés brièvement confirment. Pas d'appel à l'aide, pas de bruit suspect, pas de visite familiale récente, pas de départ précipité. L'un d'eux ajoute un élément important. Une femme, Patty White, a été vue dans les environs la veille. Phil la connaît, il sait qu'elle avait demandé de l'aide, mais il sait aussi que sa présence récurrente avait commencé à inquiéter Michel. Les minutes deviennent lourdes, le temps ne ressemble plus au temps. Phil appelle la police. La Jacksonville Sheriff Office arrive rapidement. Les agents procèdent à une première inspection. Porte non fracturée, aucun signe de lutte visible, effet personnel sur place, véhicule de Michel encore garé, domicile d'apparence ordinaire. Pourtant, un policier remarque lui aussi la scène trop parfaite au pied du sapin, une sorte de zone arrangée. En criminologie domestique, cela renvoie parfois à une scène reconstituée. Les agents séparent Phil et les voisins pour recueillir les informations factuelles. Quand ont-ils vu Michel pour la dernière fois? Qui est entré récemment chez elle? Qui a les clés? Quel est son état de santé? A-t-elle des conflits connus? Le nom de Patty White revient naturellement dans les témoignages. Une femme proche, aidée financièrement, qui avait passé la soirée récemment chez Michel. Mesdames et messieurs les jurés, à ce stade, la police n'a aucune certitude. Une personne peut disparaître pour des raisons multiples, malaise, accident, fuite volontaire. Mais les objets personnels intacts et l'absence totale de mouvements bancaires sont deux signaux rouges pour les enquêteurs. Le sergent en charge décide d'élargir la recherche. La maison est passée au peigne fin. Chaque pièce est inspectée avec la méthode des cercles concentriques. On note les détails, on prend des photos, on marque le moindre élément suspect. Puis, un policier revient au sapin. Il regarde le sol. Il observe la manière dont des objets sont arrangés. Un des cadeaux semble légèrement déformé, comme s'il reposait sur quelque chose. Les agents s'échangent un regard. Le silence se fait dans le salon, et l'enquête change de nature. Mesdames et messieurs les jurés, je vais vous poser une question simple. Selon vous, lorsque des enquêteurs s'arrêtent tous au même endroit d'une maison, qu'est-ce que cela signifie? Dans cette affaire, la réponse surgira brutalement, mais elle appartient à l'acte 3. Mesdames et messieurs les jurés, lorsque les enquêteurs reviennent au niveau du sapin, la lumière de Noël clignote encore doucement sur les guirlandes. C'est une de ces décorations simples, un sapin artificiel, quelques cadeaux emballés dans du papier métallisé. Ce décor, vous le connaissez, c'est celui de milliers de foyers, celui d'une fête qui réunit, qui apaise, qui suspend le monde pendant quelques jours. Mais ici, ce sapin est devenu une barrière, une couverture, le dernier rideau d'une scène que personne ne veut imaginer. Un technicien de scène de crime s'agenouille. Il approche ses mains lentement, comme si le moindre geste pouvait révéler quelque chose. Il touche un paquet, identifie sa forme, le soulève légèrement. L'odeur subtile et reconnaissable de plastique et d'humidité lui parvient. Une odeur qui n'a rien à voir avec Noël. Son regard change. Il sait. Stop, on ne touche plus à rien. Les policiers arrêtent de respirer pendant une fraction de seconde, puis méthodiquement, ils dégagent les paquets un à un. Sous un plaid soigneusement déposé, sous des objets décoratifs déplacés sans logique, le premier élément apparaît. Une main. Une main immobile, une main qui n'aurait jamais dû se trouver là. Le silence dans la pièce est total.
Phil, à quelques mètres, comprend sans qu'on lui dise. Il s'effondre contre le canapé, incapable de détacher son regard. Chaque centimètre découvert révèle une partie du corps de Michel, recroquevillé sous ce sapin qui devait illuminer sa soirée du 23 décembre. Mesdames et messieurs les jurés, je vous pose une question directe. Quel genre de criminel dissimule une femme sous les symboles mêmes de la fête ? Ce geste n'est pas seulement un camouflage, c'est un effacement volontaire, une tentative de masquer la scène derrière une normalité artificielle. Les techniciens recouvrent la zone, ils fixent des repères au sol. Les lumières du sapin continuent de clignoter, créant une dissonance presque insoutenable. Le médecin légiste confirme rapidement que Michel a subi des violences, des ecchymoses aux avant-bras, des marques compatibles avec une strangulation, des signes de lutte, un décès survenu quelques heures avant sa découverte. L'appartement devient officiellement une scène de crime. Les policiers quadrillent tout, portes, fenêtres, placards, tiroirs, passages possibles, le téléphone, le portefeuille, les clés de Michel. Tout est sur place. Mais un élément bouleverse l'enquête. Sa carte bancaire a été utilisée après sa mort. Les registres bancaires indiquent plusieurs retraits en espèces et quelques achats mineurs dans la ville. Les heures ne trompent pas. Les transactions ont été effectuées alors que Michel était déjà décédé. Les enquêteurs consultent immédiatement les caméras. Une silhouette apparaît. Elle n'est pas grande, les cheveux courts, un manteau clair, des gestes rapides. Le visage n'est pas parfaitement net, mais assez pour que plusieurs témoins interrogés séparément prononcent un nom. Patty White. Une ancienne amie de Michel, une femme en difficulté financière, une femme qui avait demandé de l'aide, une femme que Michel avait accueillie, parfois à contre-cœur, mais avec compassion. Pour les enquêteurs, la logique se construit. Présence récente sur les lieux, disparition soudaine, fuite possible, transactions frauduleuses et un mobile financier évident. Une équipe se déploie dans les comtés voisins. Les véhicules aux plaques inconnues sont repérés. Un billet d'alerte est diffusé à toutes les patrouilles. On recherche une suspecte potentielle, mais pas encore une meurtrière confirmée. La présomption d'innocence demeure même dans l'horreur. Quelques heures plus tard, une voiture abandonnée est signalée. À l'intérieur, des vêtements, des objets appartenant à Michel, des traces d'ADN concordantes. Patty White est localisée dans un établissement où elle tente de se cacher. L'arrestation se déroule sans résistance. Lorsque les interrogatoires commencent, Patty nie. Elle parle d'une visite ordinaire, elle évoque un départ précipité, elle affirme qu'elle n'a jamais touché aux cartes de Michel. Mais les images de vidéosurveillance la contredisent, les relevés bancaires l'écrasent, les voisins confirment sa présence la veille du drame. Phil lui-même indique qu'elle avait été insistante récemment pour obtenir de l'argent. Face aux preuves, Patty s'effondre. Elle raconte, elle admet, et elle reconnaît avoir tué Michel. Elle décrit une dispute, une demande d'argent refusée, un geste violent, une panique, puis cette décision glaçante, cacher le corps sous le sapin en réarrangeant les décorations pour retarder la découverte. Mesdames et messieurs les jurés, je vous pose la question qui a traversé l'esprit de tous les enquêteurs. Comment peut-on dissimuler un être humain sous un symbole de joie ? Ce n'est pas seulement un homicide, c'est une transgression profonde. Mesdames et messieurs les jurés, avant de rentrer encore plus profondément dans l'affaire, je vois qu'une partie d'entre vous écoute sans être abonné. Faites-moi un cadeau de Noël. Un clic sur s'abonner sur Spotify, Apple Podcast. Laissez-moi une note de 5 étoiles. Mettez-moi un commentaire. Et on continue l'affaire ensemble. Merci beaucoup. Patty White est désormais mise en examen pour homicide, fraude bancaire et vol. L'enquête est dans sa phase la plus lourde, la procédure, l'analyse des preuves, les témoignages, l'autopsie complète. Et c'est ce qui vous attend dans l'acte 4. Mesdames et messieurs les jurés, vous entrez maintenant dans la partie la plus méthodique de l'enquête, celle où les émotions s'éteignent un instant et où la logique policière reprend le dessus. Après la découverte du corps de Michel sous le sapin, le choc laisse place à une mécanique implacable, analyser, confronter, vérifier et prouver.
Les techniciens de scène de crime établissent d'abord un périmètre strict. Ils prennent des photos millimétrées du salon, du sapin, du sol, des objets disposés anormalement. Chaque décoration déplacée est documentée, chaque cadeau est analysé pour déterminer s'il a servi à camoufler la victime ou si sa position est antérieure au drame. La question n'est plus « Michelle est-elle morte ?», elle est « Que s'est-il réellement passé dans cet appartement entre le 22 et le 23 décembre ?» Les enquêteurs reconstruisent la scène à rebours. L'autopsie réalisée au bureau du médecin légiste de Jacksonville confirme plusieurs éléments essentiels. Des ecchymoses aux avant-bras compatibles avec une tentative de défense, une strangulation manuelle ayant entraîné la mort, des traces de coups au visage suggérant une altercation avant la mise à mort, et un décès survenu plusieurs heures avant la découverte. Quand il rapproche ses conclusions des aveux partiels de Patty White, la cohérence s'installe. Mais un aveu, même détaillé, ne suffit jamais à clore un dossier. Il faut croiser, il faut prouver, il faut relier chaque élément matériel au déroulé des faits. Les enquêteurs s'intéressent donc au cheminement de Patty après le meurtre. Les relevés bancaires montrent des retraits effectués avec la carte de Michelle dans les heures suivant le décès. Les caméras confirment que la personne présente au guichet automatique n'est autre que Patty White. Son manteau, sa posture, ses gestes la trahissent. Mesdames et messieurs les jurés, je vous pose une question. Que penser d'une personne qui retire de l'argent avec la carte d'une femme décédée quelques heures plus tôt ? Le mobile financier jusque-là hypothétique devient limpide. Patty White était en difficulté. Elle avait besoin d'argent. Elle savait que Michelle, qui l'avait déjà aidée, conservait parfois des fonds chez elle. Les voisins confirment d'ailleurs un point crucial. Patty était venue plusieurs fois récemment. Elle semblait nerveuse, agitée, parfois insistante. Michelle, malgré une forme de lassitude, continuait de lui ouvrir la porte. Par compassion, par habitude, peut-être par naïveté, disent certains. Mais une naïveté qui lui a coûté la vie. Après son arrestation, Patty est placée en interrogatoire officiel. Les policiers, désormais armés des preuves matérielles, ne lui laissent plus d'espace. Ils confrontent les images bancaires, les relevés téléphoniques, les témoignages. Ils reconstruisent minute par minute la chronologie du 22 décembre. Patty avoue finalement le déroulé. Elle est arrivée chez Michelle le soir du 22. Une dispute éclate autour du prénom remboursé. L'altercation dégénère. Elle frappe Michelle, puis l'étrangle. Lorsqu'elle réalise ce qu'elle vient de faire, la panique domine. Elle explique avoir cherché une solution pour gagner du temps. Elle observe le sapin. Et c'est à ce moment que sa décision glaçante prend forme. Cacher le corps dessous, en réarrangeant les décorations. Mesdames et messieurs les jurés, je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande de mesurer. Quel degré de lucidité faut-il pour ranger une scène de crime, disposer un corps, replacer des cadeaux en façade ? Ce n'est pas un geste impulsif, c'est un camouflage. Après la dissimulation, Patty fouille la maison. Elle trouve le portefeuille, la carte bancaire, un petit montant en liquide, et elle quitte l'appartement. Elle se rend dans plusieurs distributeurs automatiques. Elle retire ce qu'elle peut, puis elle disparaît, pensant pouvoir échapper à la police. L'enquête cependant avance plus vite qu'elle. Les retraits bancaires, les caméras, les communications téléphoniques et des témoins permettent de tracer son parcours. Lorsqu'elle est arrêtée, elle a encore sur elle des objets appartenant à Michelle. Sa fuite, même courte, ne fait que renforcer la thèse d'une culpabilité consciente. À ce stade, le dossier judiciaire se construit. Homicide, vol, fraude et dissimulation de corps. Patty White est transférée au centre de détention du comté de Duval. Son avocat public commence à préparer une défense centrée sur une perte de contrôle, une altercation qui a mal tourné. Mais les preuves matérielles contredisent l'idée d'un simple accident. La dissimulation du corps et l'utilisation des cartes bancaires indiquent une intention de masquer le crime et de tirer profit de la mort de Michelle. Mesdames et messieurs les jurés, posez-vous cette question. Où s'arrête la panique et où commence la préméditation improvisée ? La justice devra répondre. En parallèle, la famille de Michelle fait face à un deuil brutal. Son frère Phil est entendu plusieurs fois. Il reconstitue les habitudes de sa sœur, ses valeurs, sa façon d'agir. Son témoignage rappelle un point essentiel pour les enquêteurs. Michelle n'aurait jamais laissé entrer quelqu'un qu'elle craignait. Elle n'aurait jamais laissé sa porte ouverte.
Elle n'aurait jamais permis à une personne menaçante de se trouver seule dans son salon. La relation de confiance qu'elle avait envers Patty devient alors une clé du dossier. Un crime commis par opportunité, par une personne accueillie dans un contexte de vulnérabilité vécu comme une porte ouverte. Les responsables du parquet étudient le dossier et décident qu'un procès complet serait lourd et traumatisant, notamment pour la famille. Mais les preuves sont accablantes. La condamnation semble inévitable. Face à l'ampleur des charges, Patty White choisit finalement de plaider coupable afin d'éviter un procès public. Une stratégie visant à réduire la peine potentielle qui aurait pu atteindre la perpétuité. Le juge, en analysant les faits, la violence de l'acte, la manipulation du corps, la fraude bancaire et l'absence totale de remords initial, prononce une peine de 45 ans de prison. Mesdames et messieurs les jurés, je vous pose une dernière question pour cet acte. La justice peut-elle suffire quand un crime détruit une famille entière ? Dans le cas de Michelle O'Dowd, la réponse ne vient pas du tribunal, elle vient de ce qu'il reste après, la mémoire, les liens, la manière dont une communauté se reconstruit. Et c'est ce qui vous attend dans l'acte 5. Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes maintenant dans la dernière ligne droite juridique, là où les faits établis deviennent une peine, où les preuves accumulées des mois durant se condensent en quelques phrases prononcées dans une salle silencieuse. Le tribunal du comté de Duval est une bâtisse simple, fonctionnelle, sans éclat particulier, un lieu austère où se jouent pourtant des destins entiers. Lorsque Patty White est conduite dans la salle d'audience pour entendre sa condamnation, elle n'est plus la femme en fuite arrêtée quelques semaines plus tôt. Elle n'est plus la suspecte, ni la mise en examen tentant de nier l'évidence. Elle est désormais une accusée qui a avoué, une accusée qui a reconnu avoir frappé, étranglé, puis dissimulé Michelle O'Dowd sous un sapin de Noël avant de vider son compte bancaire. Elle comparaît dans un simple uniforme de détenue, menottée. Son visage paraît plus fermé que lors des premiers interrogatoires. Les journalistes locaux sont présents, leurs caméras braquées vers l'avant. L'affaire a marqué la communauté, non seulement pour la violence du geste, mais par sa symbolique. Tuer une femme vulnérable la veille de Noël, puis cacher son corps dans une scène festive. Dans la salle, le frère de Michelle, Phil, est assis au premier rang. Son regard ne quitte pas l'accusé. Il ne cherche pas la confrontation, ni même la haine. Il cherche une explication. Mais il sait déjà qu'il n'en aura jamais. Patricia White, qui avait été accueillie dans leur famille, avait reçu des aides, avait mangé à leur table, est aussi celle qui a fini par commettre l'irréparable. Le procureur prend la parole en premier. Il déroule les faits froidement. La visite de Patty le 22 décembre, la dispute liée à une dette, les coups portés, la strangulation, la dissimulation du corps sous les décorations de Noël, les retraits bancaires avec la carte de Michel après sa mort, et la tentative de fuite. Il insiste également sur un point essentiel du dossier, la vulnérabilité de Michel, une femme de 67 ans, seule, confiante, qui n'a pas ouvert sa porte ce soir-là à une personne qu'elle ne connaissait pas, une personne qu'elle croyait incapable de lui faire du mal. Mesdames et messieurs les jurés, je vous pose cette question, simple. Que vaut la confiance lorsqu'elle est trahie au point de devenir mortelle ? Le procureur demande une peine très lourde. Il évoque la préméditation opportuniste, cette capacité à profiter d'un accès, d'un moment, d'un rapport de force inégal. Il parle de la dimension morale du camouflage, placer un corps sous un sapin, réarranger les cadeaux et laisser la famille entrer dans une scène qui aurait dû être chaleureuse. L'avocat de Patty White, lui, tente d'atténuer. Il parle d'un geste non planifié, d'une altercation qui a dégénéré, d'une panique brutale. Il rappelle que Patty a finalement avoué, coopéré, accepté de plaider coupable. Il demande une peine qui laisse une possibilité de vie après la prison. Mais la nature même du dossier rend sa défense fragile. La violence des faits, le camouflage, la fraude et la fuite. Tout cela témoigne non pas d'un accident, mais d'un passage à l'acte délivré, lucide et prolongé. Le juge prend un long moment avant de prononcer la sentence. Dans la salle, personne ne parle. On n'entend que le froissement discret des papiers que feuillette la greffière. Phil serre les mains. Un journaliste ajuste son micro.
et Patty reste immobile. Puis la voix du juge s'élève, calme mais ferme. Elle rappelle les faits, la gravité extrême, l'exploitation d'une relation de confiance, la manière particulièrement traumatisante dont le corps a été dissimulé. Elle évoque l'impact sur la famille, l'impossibilité de célébrer Noël sans revivre cette image, l'idée que Michel n'a pas seulement été tué, mais déshumanisé. Le juge conclut ainsi. Patty White est condamnée à 45 ans de prison d'État. C'est l'une des peines les plus lourdes possibles en Floride pour un meurtre non prémédité mais aggravé par circonstances particulières. La réaction dans la salle est silencieuse. Phil ferme les yeux, il ne sourit pas, ne se crispe pas. Il l'absorbe. Un équilibre fragile s'installe. La justice a été rendue, mais aucune justice ne compense la perte d'une sœur aimée, confiée et douce, dont la vie a été brisée en quelques minutes par quelqu'un qu'elle tentait d'aider. Mesdames et messieurs les jurés, je vous pose une nouvelle question. La justice répare-t-elle vraiment ou ne fait-elle que constater les dégâts ? Dans les semaines qui suivent la condamnation, des habitants du quartier organisent une veillée. On allume des bougies devant la maison de Michel, on dépose des fleurs, des petits mots, parfois des décorations symboliques. Les voisins racontent qu'ils ont mis du temps à rallumer leur propre guirlande ce Noël-là. Certains les ont même éteintes, par respect, par stupeur, parce que la fête leur semblait inconcevable dans ce contexte. Phil, lui, retourne plusieurs fois dans l'appartement pour récupérer les affaires de sa sœur. Chaque fois qu'il franchit la porte, le décor lui revient en mémoire. Le sapin, les cadeaux et l'absence. Il expliquera plus tard lors d'une interview locale qu'il n'arrivera jamais à oublier ce que les policiers ont découvert ce jour-là. Mais ce genre d'affaire laisse une trace qui dépasse l'analyse psychologique. Elle touche à la confiance, à l'intimité, au quotidien. Les médias américains parlent de Christmas Murder, un crime de saison qui frappe plus fort que les autres parce qu'il a détruit une fête universelle, un moment supposé sûr. L'histoire de Michel est partagée, commentée, réutilisée dans des programmes de prévention sur la violence faite aux personnes âgées et vulnérables. Dans les prisons de Floride, Patty White devient un cas d'école, celui d'un crime né de la précarité, dégénéré par les dépendances financières et aggravé par un geste de la dissimulation d'une cruauté glaçante. Elle sait qu'elle ne sortira probablement jamais libre. Mesdames et messieurs les jurés, ce n'est plus la justice, ce n'est plus un crime, ce n'est plus la procédure, c'est ce qui reste, ce qu'on retient. La justice a rendu une peine, 45 ans de prison. Un chiffre, une durée, une sanction proportionnée. Mais la justice n'efface rien. Elle ne nous ramènera pas Michel. Elle ne répare pas la blessure de Phil. Elle ne supprime pas l'image du sapin devenu scène de crime. Elle ne remplace pas l'absence lors des anniversaires, des fêtes et des repas familiaux. Ce qui reste, c'est la mémoire. Une mémoire douloureuse mais qui porte aussi quelque chose d'essentiel. La manière dont une communauté se relève, dont une famille refuse d'être définie par un seul instant tragique. Phil a expliqué qu'il continuerait de célébrer Noël, pas pour oublier, pour honorer, pour que la date ne soit pas confisquée par la violence. Il a refusé que cette affaire devienne l'ombre permanente d'une fête qu'il partageait avec sa sœur. Il a choisi de raconter qui elle était, une femme gentille, indépendante, drôle, impliquée. Pas seulement la victime d'un homicide, pas seulement un nom dans un dossier criminel. Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'accompagner une affaire où Noël a été brisé par un crime. Une affaire où la confiance s'est transformée en tragédie. Une affaire où la justice a répondu, mais où la douleur demeure. Et maintenant que ce récit touche à sa fin, il reste une dernière chose à dire. Ce n'est pas seulement un dossier, c'est une vie, celle de Michel O'Dowd. Une vie qui mérite d'être retenue pour ce qu'elle était vraiment, une femme généreuse, bienveillante, et trahie par celle à qui elle avait tendu la main. Mesdames et messieurs les jurés, je vous souhaite profondément de très bonnes fêtes de fin d'année, et prenez soin de vos proches. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner, pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous mardi pour une nouvelle affaire.